Bienvenue à ce spécial kiosque qui reçoit ce jour dans son numéro un invité de marque. Oui, c'est un invité de marque. Il s'agit donc de Francis Tchibalabala Moukonaï. Il est député national et provincial élu pour les comptes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et puis ancien président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, vice-président plutôt. Avec lui, nous allons scruter et analyser l'actualité politique brillante de l'air en République démocratique du Congo. Honorable Francis Tchibalabala, vous êtes les bienvenus. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour, bonne année. Je crois que notre décor est planté. Nous pouvons devoir commencer notre émission. Vous êtes sportif également. En effet. Hier, la République démocratique du Congo a subi une défaite contre la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la CAN 2023. D'entrée de jeu, comment interprétez-vous cette défaite de la République démocratique du Congo? Personnellement, je suis moyennement satisfait du parcours de notre équipe nationale. Tout savant que nous avons évolué en dents des scies. Et après, il y a eu quand même des exploits encaissés par notre équipe nationale. Nous sommes hissés jusqu'au dernier carré pratiquement, chose qui n'est plus arrivée depuis 2015. Je crois qu'on ne peut que saluer l'équipe, applaudir nos joueurs, féliciter les staffs techniques et les présidents de la République aussi pour avoir déboursé de moyens conséquents pour non seulement la préparation de l'équipe, mais aussi pour que celle-ci puisse soit à l'aise lors de cette compétition, lors de la CAN. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, je félicite l'équipe, les supporters, pour le message qu'ils ont lancé à la communauté internationale par rapport aux tueries à l'est de la République du Congo, de la République démocratique du Congo. Tout savant que ça dure depuis plus de 20 ans, cette situation. Je crois que ça doit s'arrêter. Et c'était l'occasion, c'était une tribune qui a permis, bien entendu, à la population, aux supporters qui étaient là, aux joueurs, ainsi qu'aux joueurs, de passer le message pour que la voix des Congolais soit entendue à travers le monde. Et je crois que les Congolais sont fiers, nous qui sommes supporters, nous qui sommes sportifs, nous sommes fiers, nous allons jouer la 3e place. Nous espérons remporter cette 3e place et nous allons nous apprêter, nous préparer pour les échéances futures, pour les compétitions futures. Je crois que ça sera en 2025, il y aura une prochaine CAN. Les temps pour nos joueurs puissent, parce qu'il y a des joueurs qui ont joué pour la première fois une compétition de ces trempes. L'équipe est en reconstitution et je crois que la mayonnaise a pris depuis un certain moment. Et si nous continuons avec les entraînements, avec des fréquences de rencontres des joueurs, etc., je crois qu'il y aura non seulement une certaine fluidité dans les jeux de notre équipe, mais aussi nous aurons des joueurs qui seront capables individuellement de faire la différence. Mais l'équipe regorge à son sein plusieurs professionnels, mais là où le bas blesse, c'est du fait que la combinaison de Mecha Kelia, Chancel, Bemba et puis les autres n'a pas pu atteindre l'objectif qui consiste également à marquer le but pour la victoire. Non, vous savez, nous avons perdu sur un score étriqué de 1-0. Et d'ailleurs, c'est un but, voilà, il y a eu une petite erreur de la défense. Aussi les gardiens qui étaient obligés de sortir pour empêcher les joueurs de prendre toute la place pour marquer les buts. Malheureusement, nous avons encaissé bêtement ces buts. Et entre joueurs au sein d'une équipe, je crois que c'est ce que je viens de dire tantôt ici, la mayonnaise est en train de prendre, la fluidité du jeu est en train de se faire constater, ce qu'on n'avait pas pu avoir dans le mois passé. Je crois que à force de travailler, à force de s'entraîner en équipe, il y aura justement cette facilité, cette communication entre attaquants, cette communication entre médiateurs et attaquants et cette communication entre défenseurs, médiateurs et attaquants. Très bien. Parlons un peu de l'agression rwandaise avec cette guerre que nous fait le M23. Vous avez dit tantôt, et vous êtes allé même vite en besogne pour parler également de la situation de l'insécurité à l'Est. Vous,
en tant que politique, d'abord, comment interprétez-vous cette problématique qui bat son plein chaque année, plus de décennies, avec cette situation de l'insécurité à l'est du pays? Voilà. Il est certes vrai que notre pays est agressé par le Rwandais, parce que tous savons que c'est Kagame qui est pratiquement en train de tirer les ficelles. Mais il décline la responsabilité. Non, non, mais c'est naturel qu'il puisse décliner parce qu'il ne peut pas accepter comme ça, au vu et su de tout le monde, que c'est lui qui est en train de, non seulement d'armer militairement, mais d'équiper aussi ces mouvements rebelles et même de financer ces mouvements rebelles. Il ne peut pas tout l'accepter parce que sinon il risque d'engager sa responsabilité pénale et par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette partie de la République. Je disais, il est certes vrai que nous sommes victimes de cette agression, Oui. mais ce que j'ai plaint le comportement de certains compatriotes qui sont pratiquement la marionnette de Kagame. Ils sont en train de faire les jeux justement de Kagame. C'est-à-dire que c'est Kagame qui est en train de tirer des ficelles. Il utilise nos frères congolais pour agresser, pour tuer leurs propres frères, pour agresser leur propre pays. Et je crois que nous devons prendre conscience que nous n'avons que la République démocratique du Congo. C'est notre colonne vertébrale. Nous n'avons pas un autre pays. Si jamais ces pays arrivent à être balkanisés, je crois que ça ne va pas faire l'affaire de Congolais, ça ne va pas nous plaire, nous. Et je crois que nous allons beaucoup regretter parce que ceux qui viendront occuper notre pays, bien entendu, ils vont non seulement considérer les originaires, les Congolais qui occupent la partie occupée actuellement par le M23 comme étant des étrangers, ils vont le maltraiter. Et je crois qu'on est mieux chez soi. Oui. C'est notre pays, considérons-les comme tels et battons-nous pour que ces pays ne puissent pas être balkanisés. Et je crois que c'est d'ailleurs les efforts que déploie le président de la République. Il est en train de déployer toute son intelligence, les énergies, ses contacts politiques et même le moyen de l'État pour que non seulement notre armée soit suffisamment équipée, mais qui soit également bien formés pour faire face à cette agression injuste qui dure depuis plus de 20 ans. Et je crois que ça doit cesser, ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuellement à compter des morts dans notre pays comme ça. Donc il faudrait un jour que ça s'arrête. Et je crois que le président de la République est en train de se battre pour ça. Il y a nos forces armées qui sont au front en train de se battre, en train de tout faire pour garder l'intégrité de notre pays. Il y a également le moyen qui sont mis à leur disposition pour bien faire le travail. Je crois qu'il y aura des résultats escomptés dans les jours à venir. Et le président de la République a utilisé plusieurs canaux, bien entendu, pour que cesse cette guerre. Mais je crois que toutes ces initiatives du président sont en train de porter leurs fruits. Il y a quand même des avancées de nos forces armées sur terrain qui sont en train de repousser l'ennemi. Parce que il vous souviendra, il y a quelques jours, on était en train de lancer des cris d'alarme que Goma allait passer dans le giron, justement du M23, mais ce n'est pas ce qui s'est fait. On a constaté par contre une avancée significative de nos forces armées. Et je crois que si tous nous sommes rangés derrière le président de la République, derrière nos forces armées, derrière notre gouvernement, je crois que nous allons bouter hors de nos territoires ou de notre territoire c'est cette nébuleuse du M23. Et puis, face à l'avancée de l'ennemi, faut-il attendre encore l'escarmouche pour réagir ou bien il faut baisser les bras? Non, mais est-ce que nous sommes en train de baisser les bras? Vous avez suivi récemment, je crois c'était avant-hier, le président de la République a convoqué la réunion, le Conseil de sécurité. Ils ont parlé froidement et de manière décontractée de la situation qui sévit à l'est de notre pays. Il y a eu des décisions qui ont été prises, il y a eu des stratégies qui ont été montées. Je crois que dans les jours qui viennent, nous allons vivre justement le fruit de ces
qu'a été justement cette réunion du Conseil. Mais bien justement, parce que la finalité de l'État aujourd'hui, ça réside d'abord par l'élimination de l'ennemi intérieur, c'est-à-dire qui est la maîtrise de tous ces obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. Mais ce qui se passe actuellement, les déplacements massifs de la population, vous ne voyez pas que cela ne guère pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays? Non, mais c'est naturel. Ce que vous venez de dire ici, c'est naturel. Dans une guerre, vous allez en Ukraine, il y a des populations qui sont déplacées, qui sont en train de fuir des guerres, etc. Je dis ici que cette guerre nous est imposée injustement. Je vous ai dit que dans cette guerre, il y a des tops au sein de notre armée, il y a des traîtres au sein de notre armée. D'ailleurs, il vous souviendra que notre armée a été inféodée, a été infiltrée de la tête aux pieds, Oui. bien entendu. Et le président de la République est en train de se battre pour non seulement extirper justement ces brebis galeuses, mais aussi réformer notre armée, la restructurer, former nos militaires, ce qui est fait et qui continue à être fait, équiper notre armée. Je crois que cela démontre une volonté affichée du président de la République de venir à bout de cette rébellion qui a longtemps duré dans notre pays. Vraiment, face à cette volonté affichée, voilà pourquoi je lance un appel aux compatriotes de se ranger derrière le président de la République, derrière nos forces armées, les encourager pour qu'ils puissent bien entendu faire cesser les cris de balles dans cette partie de la République. Il y a eu des infiltrations dans l'armée, vous l'avez évoqué, mais faudra-t-il admettre qu'aujourd'hui, il y a des éléments qui paraissent y déterminer nos malheurs? D'une part, l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol, et d'autre part aussi, la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Vous ne voyez pas que ces deux facteurs expliquent également de multiples problèmes, de multiples ingérences dans nos affaires depuis des années jusqu'à ce jour? Oui, nous faisons l'objet d'une convoitise de la part de certains voisins, de la part de certaines puissances, au vu des ressources naturelles qui regorgent notre pays. Ça, c'est un fait. Mais nous ne devons pas nous croiser le bras par rapport à cela. Cette convoitise a conduit, bien entendu, à ce que nous sommes en train de vivre actuellement, des guerres, des rébellions, etc., pour que les multinationales, pour que le voisin fasse main basse à nos ressources. Et je crois que, étant donné que la motivation, elle est économique, la motivation, c'est ce que nous venons de relever tout à l'heure, ceux qui nous agressent n'auront jamais la bonne foi d'arrêter de nous agresser. Il faut bien entendu qu'il y ait une parade à ces comportements. Je crois que la parade, c'est le fait pour nous, non seulement d'extirper ceux qui ne sont pas des Congolais au sein de notre armée, des traîtres, des tops au sein de notre armée, mais aussi la stratégie du président de former l'armée. Je crois que en tant que journaliste, vous savez qu'on a formé plus de 80 000 hommes depuis que le président est en place. Et je crois que ces hommes sont en train de combattre sur le front, sont en train de défendre notre pays. Sinon, on aurait perdu une grande partie de nos territoires. Et je crois que non seulement la formation, il y a l'équipement, il y a la rémunération. Et tout ça, ça coûte énormément à notre République. Et cela détermine, bien entendu, la volonté affichée du président de venir à bout de ces comportements-là de la part de notre voisin, le Rwanda. Et nos ressources, oui, nous avons plusieurs pays qui ont aussi des ressources. Voilà pourquoi j'ai toujours soutenu, pour que vous soyez respectés dans les concerts des nations, il faut avoir une armée forte. Oui. Il faut avoir des arsenaux de guerre impressionnants. Je crois qu'il n'y a que de cette manière-là qu'on va vous respecter. Et nous sommes en train de constituer notre armée. Je crois que dans les jours à venir ou dans le mois, soit dans les années à venir, notre armée sera l'armée la plus redoutable de l'Afrique. Et je crois qu'aucun voisin n'osera venir fourrer justement son nez dans les affaires de la République. Changeons de registre cette fois-ci. Vous êtes au cadre, au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, député national et provincial, élu également pour les comptes de l'UDPS. Comment va l'UDPS? Mon parti politique se porte très bien, très bien. Pourquoi je dis très bien? Comme vous le savez, nous venons de sortir de l'ajout électoral.
Nous avons glané, bien entendu, beaucoup de sièges au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des assemblées provinciales. Et je crois que c'est la première force actuellement. Et cela démontre assurément que le parti se porte très bien. Et le parti, non seulement se porte très bien, et nous sommes aussi en train de peaufiner des stratégies par rapport aux enjeux futurs, comme vous le savez bien. Nous sommes au niveau des assemblées, comme au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des assemblées provinciales. Il y a des bureaux qui doivent être élus, des bureaux définitifs. Il y a les gouvernements qui est en vue. Il y a des mandataires qui seront nommés, etc. Donc les stratégies sont peaufinées pour que nous puissions obtenir la part du lion, étant donné que nous sommes la première force au sein de l'Assemblée nationale. La part du lion, mais là où le bas blesse, c'est du fait que l'UDPS, cette grande formation politique qui a milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, et que sa survie soit mise en ballottage pour des dissensions internes. L'exemple des GECO-BA après la publication des résultats des élections nous en duplice. Bon, je crois que c'est un épiphénomène, bien entendu. L'UDPS a connu beaucoup de remous, beaucoup de problèmes en son sein depuis sa création jusqu'à ce jour. Des remises en question idéologiques, des remises en question gestionnelles. Et je crois que c'est notre lot depuis la création du parti. Ce n'est pas ça qui va faire balloter justement ces grands partis politiques qui est l'UDPS. Au sein de notre parti, il y a des courants, ce qui est évident, parce que nous sommes un parti de masse. Tout le monde ne voit pas les choses de la même manière, chacun sa façon de voir les choses, chacun sa compréhension sur la gestion du parti, sur les notions fondamentales de la démocratie, de l'état de droit, etc. Je crois que ça ne peut pas mettre en difficulté le fonctionnement de notre parti. Il est très bien géré par notre secrétaire général qui, je profite d'ailleurs de votre micro pour lui présenter mes sincères félicitations. Il venait d'être désigné informateur par le chef de l'État. Et je crois que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui aime, qui a un amour exagéré du travail. Et le fait pour lui de désigner le secrétaire général comme informateur, il a conscience qu'effectivement, il a abattu un travail titanesque au sein de notre parti. Et ce n'est pas parce qu'il y a des mécontents, parce que certains disent que voilà, je devais être élu, mais on ne m'a pas proclamé élu, etc., que le parti doit être considéré comme si il est en train de battre de l'aile. Ce n'est pas ça. Donc le parti se porte très bien, très très bien d'ailleurs. Le parti bat diplôme d'Alel. Tout récemment, vous avez également célébré la commémoration de la mort du fait Etienne Tshisekedi Wamulumba. En effet. En termes d'héritage, que reste-t-il, surtout au sein de votre formation politique? Voilà. Le jour où il est décédé, le 1er février, je crois qu'il y a eu des commémorations, il y a eu une messe qui a été dite. Et au sein de fédérations à travers la République, il y a eu des activités qui ont été organisées. Et je crois que j'avais même dit dans une chaîne concurrente que Etienne Tshisekedi vit à travers ces vrais fidèles que nous sommes, bien entendu. Il nous a légué beaucoup de valeurs. Si moi j'avais adhéré à l'UDPS parce que j'avais cru aux valeurs qui prônaient le feu Dr Etienne Tshisekedi, j'avais cru à l'idéologie, j'avais cru justement, j'avais adhéré à nos statuts. Et je crois que ces valeurs sont toujours d'actualité au sein de notre formation politique. Il a prôné sur l'état de droit, sur la démocratie, sur les libertés d'expression. Je crois que nous sommes en train de vivre ça au sein de notre formation politique. Je crois que c'est le seul parti politique où un militant de bas étage peut dire non au secrétaire général, peut dire non aux décisions qui sont prises au niveau de l'exécutif national. Je crois que des choses comme ça, on ne les vit pas dans d'autres formations politiques où les maîtres est là et quand il dit, tout le monde s'aligne. Vous comprenez? Donc l'UDPS, ce n'est pas... C'est-à-dire ces valeurs sont
sont mises en exécution aujourd'hui par nous qui sommes les combattants de l'UDPS. Et c'est à travers justement ces valeurs que nous rappelons ce qu'a été ces grands messieurs d'heureuse mémoire, les docteurs Étienne Tshisekedi. Mais vous avez évoqué un certain nombre de valeurs qui concernent ces grands messieurs. Mais sous les oripeaux de la démocratie, est-ce que les idéaux, les initiatives et les orientations qui prônaient Étienne Tshisekedi Mulumba est-elle incarnée vraiment au sein de l'UDPS? Mais je viens de vous le dire ici. Vous avez cité un cas d'un combattant qui est monté au créneau, qui a critiqué, qui a mais en termes de gestion, même en termes de gestion, vous venez de dire vous-même ici, lorsque vous m'avez posé la question, en disant que il y a des remous au sein du parti, etc. C'est-à-dire, si ces valeurs n'étaient pas comprises par les combattants que nous sommes, il n'y aurait pas contradiction au sein de notre formation politique. Le secrétaire général est contredit le matin, la journée, la nuit. Vous comprenez? Ces décisions ne font pas forcément l'unanimité au sein du parti. Il y a toujours des clauses contraires qui émergent au sein de notre parti politique. Et je crois que cela prouve à suffisance que c'est un parti démocrate, c'est un parti des masses. Là-bas, c'est les chocs des idées qu'on observe là-bas. Oui. Chacun est libre d'émettre son avis, d'exprimer justement ses pensées, vous comprenez? Ce n'est pas comme dans d'autres formations politiques où il y a ce qu'on appelle une dictature camouflée, magister dixit. Quand le maître dit, vous vous alignez, vous n'avez pas un autre point de vue contraire à émettre. Augustin Kabouya, désigné informateur par le président de la République en vue de dénicher la majorité parlementaire pour la formation du gouvernement. Est-ce que cette désignation a rencontré l'assentiment de tout le monde, au sein surtout de l'UDPS? Parce que tout récemment, on a entendu dire que c'était Jacquemain Chabani qui était désigné, parce que c'était apparemment une fausse information. Mais aujourd'hui, l'information vient d'être confirmée que Kabouya, désormais, il est désigné comme informateur. Voilà. Je crois que c'est le président qui l'a désigné comme tel. Oui. Et le président de la République a autour de lui ses lieutenants, ses collaborateurs. Il connaît chacun d'entre nous. Le président sait quand il faudra utiliser tel membre du parti, quand il faudra utiliser tel autre membre du parti pour accomplir telle mission, etc. Il a trié sur le volet, bien entendu. Il s'est rendu compte que, au sein de notre formation politique, c'est lui qui va assumer avec maestria cette fonction d'informateur. C'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Il a jeté son dévolu sur lui. Je crois qu'il sait pourquoi il l'a fait. Je vous ai dit ici, c'est un prisonnier d'un travail bien fait. C'est un bosseur. Et le fait pour lui de désigner le secrétaire général, il est convaincu que le travail ou la mission lui assignée sera exécutée excellemment. Voilà, donc on ne peut pas ici polémiquer sur le choix opéré par le président. Et d'ailleurs, le secrétaire général, je crois que c'est les profils qu'il faut pour ces postes, étant donné que, comme vous le connaissez, ce n'est pas un conflictuel, c'est quelqu'un qui parle avec tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Il est souriant, il a une certaine sympathie à l'endroit des acteurs majeurs de notre sphère politique de la République. Et je crois que le choix, il est judicieux et il va accomplir sa mission. À la fin, justement, de celle-ci, il y aura un rapport qui sera présenté au président de la République, s'agissant bien entendu de la majorité qui va se dessiner au sein de l'Assemblée nationale. Mais pensez-vous que la tâche sera facile, d'autant plus que la bataille des positionnements pour des postes a déjà élu domicile au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, notamment avec la sortie du regroupement qui pilote
Vital Caméré. Non, je crois que là, vous leur prêtez des intentions parce que à la question qui lui a été posée s'il était, s'ils avaient créé cet ensemble, mini ensemble dans l'Union sacrée, que c'était pour le poste, il a dit non, non, c'était pas pour les postes. Il voulait tout simplement faciliter le travail au secrétaire général par rapport à l'identification de la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc je crois que s'il y a ambition, je crois que c'est légitime aussi, c'est leur droit le plus légitime de nourrir ou de caresser les ambitions de briguer des postes au sein du gouvernement. Je crois que c'est vraiment subjectif comme droit. Oui. On ne peut pas interdire à quelqu'un de penser de la sorte. Ça serait une dictature, bien entendu. Le secrétaire général a reçu une mission bien définie, celle d'identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Avec un délai Parce de que 30 comme jours. notre constitution le dit bien évidemment que Oui. le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, il faut d'abord commencer par identifier cette majorité si nous en avons, et une deuxième étape sera celle, bien entendu, de la répartition des postes en fonction du poids politique, des formations politiques qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale. Donc, on n'en est pas encore là, au partage de postes, etc. Et je crois que ceux qui ont des ambitions, ils vont les exprimer les moments venus. Et le président, en tant que père de la famille, en tant qu'autorité morale de l'Union sacrée, il sait comment gérer les ambitions des uns et des autres pour qu'il n'y ait pas fissure au sein de l'Union sacrée. Mais avec cette désignation, faudra-t-il admettre que l'un de ces 4 matins, Augustin Kabouya serait nommé Premier ministre? Je crois que c'est une nouvelle que nous, UDPS, on va bien accueillir, bien entendu. Est-ce que cela va rencontrer l'assentiment des alliés? Parce que... Non, écoutez. Je crois que je viens de vous peindre le tableau ici, oui, au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. L'UDPS, c'est la première force mais politique. aucune force politique n'a atteint la majorité absolue. Bien sûr. Oui. Vous n'allez pas non plus désigner, vous n'allez pas non plus plaider pour qu'on puisse désigner un Premier ministre qui soit d'une formation politique qui n'est pas en tête au sein du paysage de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Nous sommes quand même la première force et je crois que logiquement, la primature doit nous revenir. Mais si le président, dans son pouvoir discrétionnaire, parce qu'il veut contenter tous ses partenaires, estime qu'il faudra que le Premier ministre revienne d'une autre formation ou regroupement politique, je crois que nous allons aussi nous incliner parce que c'est notre autorité morale, il sait pourquoi il a opéré ce choix. Et si c'est pour l'avancement de notre pays, nous allons bien entendu applaudir. Vous êtes député national, député provincial, élu pour les comptes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Bientôt, l'Assemblée nationale va valider les mandats des députés nationaux. Et je crois qu'il y aura 8 jours qui sera accordé pour chacun de désigner là où il va partir, s'il faut rester comme député ou pas. Mais vous, en tant que tel, vous comptez jeter votre dévolu où? Voilà. Je crois que, quand vous venez de le dire, j'ai été élu député provincial à Massina, réélu à Massina comme député provincial et député national à Tchangou. Et je crois que les 8 jours courent à partir du moment où vous vous retrouvez dans une situation d'incompatibilité. Oui. C'est-à-dire, si on valide nos pouvoirs au niveau de l'Assemblée nationale, il faut attendre qu'on valide aussi au niveau de l'Assemblée provinciale. Oui. Et à partir de là, qui va courir justement ces 8 jours. Ou ce qui vont courir ces 8 jours. Je crois que le choix, je ne sais pas les faire maintenant, parce que je dois en référer à ma base. La base qui m'avait élu avait souhaité que je sois doublement élu. Et cette même base doit décider de là où j'irai siéger, bien entendu. Et je crois que dans les jours à venir, nous allons réunir notre QG
au sein de notre région, dans notre QG, les états-majors, comme j'ai l'habitude de les appeler, de nos bases, etc. Je crois que après cet entretien-là, je pourrais bien entendu avoir une opinion sur où j'irai travailler. Est-ce ça sera à l'Assemblée nationale ou ça sera à l'Assemblée provinciale? Mais le plus important, ce n'est pas d'être à l'Assemblée nationale ou provinciale. Le plus important, c'est d'être réellement le porte-voix de ces électeurs. Et je crois que ces rôles, je vais bien l'assumer. Je serai le porte-voix de mes électeurs. Nous connaissons la situation ou les situations dans lesquelles notre population vit, bien entendu. Et je crois que si nous allons réellement faire ce travail de parlementaire au profit de cette population, ça sera ça le plus important, peu importe où nous allons siéger. Vous serez le porte-voix de vos électeurs, mais dans le cadre de la production législative, que comptez-vous faire absolument? Voilà, je crois que à la mandature passée, quand j'étais député provincial, les législature passée, bon, j'ai suis aussi réélu, à la législature passée, j'avais initié une loi qui a été adoptée et même promulguée, la loi provinciale, donc l'édit portant protection des emprises des routes et espaces publics dans la ville de Kinshasa. Et au niveau de l'Assemblée nationale, j'ai aussi déjà une loi dans ma gibecière, et la loi va porter sur la formation professionnelle gratuite. Pourquoi gratuite? Parce que, comme vous le savez, le président de la République est en train de se battre pour résorber le chômage dans notre pays. Comme vous le savez, les taux de chômage est tellement élevé et voilà pourquoi nous avons réfléchi, mettre sur pied un cadre juridique qui va pousser les gouvernements à prendre en charge les jeunes démunis, des indigents, à prendre en charge leur formation. Ils auront le choix d'opérer une filière, sur une filière par exemple. Ils auront la liberté de loisir, bien entendu, d'opérer le choix de la filière qu'ils vont devoir suivre. Et après leur formation, l'État va... Il y a un établissement créé, je crois que c'était en 2018, les fonds spéciaux pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Et je crois que ces fonds-là peuvent être, seront alloués à ces jeunes qui seront formés gratuitement par l'État pour qu'ils puissent commencer une activité. Et je crois que c'est de cette manière-là que nous allons résorber, nous allons réduire les taux de chômage dans notre pays. Des jeunes qui seront formés gratuitement et qui seront financés par l'État, et en créant justement leurs petites entreprises, l'État va commencer à percevoir des taxes, etc. Et c'est de cette manière-là que nous allons nourrir, bien entendu, les caisses de l'État, mais aussi l'État va commencer à récupérer progressivement ce qu'il a investi dans la formation de ces jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, il y a même des vieux, il y a des mamans, des démunis. C'est-à-dire l'idée ici, c'est de rendre des gens autonomes, au lieu que les gens soient dépendants des autres, au lieu que les gens fassent la manche en longueur de journée. Je prends un exemple. Par exemple, les handicapés qui sont là en train de faire la manche tout le jour, des personnes vivant avec handicap, l'État peut lui-même débourser des fonds pour leur formation et leur allouer des sommes pour qu'ils puissent commencer une activité dans le domaine qu'ils ont appris. Vous comprenez? Et je crois qu'on va résoudre beaucoup de problèmes, notamment du chômage, même l'insécurité qui est aujourd'hui causée par les Koulouna. Ce sont des jeunes désœuvrés qui n'ont rien à faire, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, etc. Donc c'est une loi qui est déjà bien fignolée, que nous allons devoir déposer dès l'entame de la session ordinaire, parce que nous sommes dans une session extraordinaire, consacrée tout simplement à la validation des mandats, l'installation du bureau et installation du bureau définitif, et l'élaboration et adoption du règlement intérieur. Donc à la session ordinaire, ça sera la session... Aujourd'hui, nous sommes vers février. Dans la session de mars, à la session de mars, nous allons déjà déposer cette proposition de loi pour que les Congolaises et Congolais se retrouvent à travers notre action en tant que parlementaires
mais aussi à travers l'action gouvernementale, parce que c'est le gouvernement qui va, à travers ses services, j'ai parlé ici des fonds spéciaux pour la promotion de l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes, etc. Il y a même le FPI aussi qui finance des industries, c'est-à-dire ces jeunes qui seront formés soit par l'INPP, soit par un autre établissement de l'État qui organisera aussi plusieurs filières à son sein, bien entendu. Et je crois que si nous arrivons à former de cette manière-là, on va répondre aux besoins de notre population. Comme vous le savez, l'État ne peut pas employer tous les Congolais. Même aux États-Unis, que ce soit dans des grandes démocraties, il y a des chômeurs ou aussi. dans des pays développés, il y a l'entrepreneuriat des jeunes qui vient répondre à un besoin d'emploi criant au sein dans ces pays-là. Et je crois que si nous focalisons sur de telles initiatives, je crois qu'on va aider l'État, bien entendu, à répondre à ces besoins d'emploi qui gangrènent la jeunesse, qui gangrènent les Congolais depuis plusieurs décennies. Mais dans le cadre de contrôle parlementaire, faudra-t-il admettre aujourd'hui que Francis Tibalabala va faire correctement les contrôles parlementaires sans céder aux offres de l'exécutif tout au long de la législature? Voilà, je crois que les contrôles parlementaires, on les fait toujours en équipe. Il y a un ordre de mission qui reprend plusieurs collègues. Et je crois que nous allons nous démarquer s'il y a des collègues qui se vendent ou qui se font acheter pour qu'ils ne fassent pas leur travail convenablement. Je crois que nous ne sommes pas de ceux-là. Nous ne serons pas parmi ceux-là. Nous avons été parlementaires lors de la législature passée. Je ne me suis pas compromis, je ne m'étais pas compromis. Je suis resté égal à moi-même. Et je crois qu'il y a des gens qui peuvent témoigner par rapport à ma probité morale, par rapport à ma manière de travailler. Et je crois que rien n'aura changé pour que nous puissions nous départir des valeurs qui sont les nôtres pour, bien entendu, faire la promotion des antivaleurs, chose que nous avons toujours condamnée, non seulement étant de l'UDPS, mais étant chrétiens aussi. Nous ne pouvons pas nous méconduire, parce que ça ne sera pas l'honneur qu'on fera à celui qui nous a élevés, qui est le Seigneur. Vous étiez vice-président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. Avant d'être là, vous étiez également élu comme député provincial. Mais s'il faut faire également une réminiscence par rapport à votre manière de travailler, il y a lieu de retenir que la première législature de 2006 jusqu'à celle de 2018, que les relations de collaboration entre l'exécutif provincial et les présidents de cet organe finissent toujours mal. Pourquoi? Finissent toujours mal. Oui. Les cas de Ngobila et les cas de Godempoï. Bon, finissent toujours mal, je ne sais pas. Je n'ai pas établi ces diagnostics. Mais vous savez, lorsque nous dissocions nos relations amicales ou les relations interpersonnelles le rapport professionnel ou les relations professionnelles que les gens peuvent avoir, nous n'allons pas nous retrouver dans ces genres de situations que vous venez de pingler tantôt ici. Moi, je suis vice-président. Le rapport que je dois avoir avec l'exécutif provincial doit être le rapport professionnel, le rapport interinstitutionnel, et non le rapport amical. Si nous avons des problèmes, si j'ai des problèmes individuellement ou individuels avec le gouverneur, je ne dois pas remonter cela à la surface. Je ne dois pas, moi, considérer les fonctions que j'assume comme étant un atout me permettant de régler des comptes au gouverneur parce que nos relations sont exécrables. Non, le rapport professionnel doit demeurer professionnel.
je ne sais pas les problèmes que vous venez de pingler ici, est-ce que ce sont des problèmes personnels ou des problèmes institutionnels. Je crois que si c'était des problèmes institutionnels, je crois que c'est aussi naturel qu'il y ait des petits problèmes entre dirigeants des institutions, étant donné que, comme vous le savez, nous sommes contrôleurs, nous sommes pratiquement, c'est comme les inspecteurs de finances, nous, Assemblée provinciale, nous sommes des contrôleurs. Généralement, le rapport entre les contrôlés et les contrôleurs n'est vraiment pas subissent de temps en temps un coup de massue. Généralement, hein. Oui. Parce que, comme vous le savez, si les contrôlés ne gèrent pas dans la transparence, il y a une opacité qui caractérise sa gestion, c'est naturel qu'ils puissent vous regarder comme étant un ennemi, étant donné que vous qui êtes contrôleur, vous risquerez de remonter à la surface ou à la face du monde sa gestion. Donc, dans les cadres professionnels, je trouve qu'il n'y a pas eu de problème, c'est peut-être individuel, malheureusement, cela ne devait pas entraîner les institutions, les deux institutions de la ville, étant donné que, comme on a toujours dit, les individus passent, mais les institutions restent. Oui. Donc voilà. Mais en tant que contrôleur de l'exécutif, êtes-vous fier aujourd'hui de remplir valablement votre travail? Non, vous savez les assemblées provinciales, comme au niveau de l'Assemblée nationale, il y a toujours la majorité, il y a aussi l'opposition. Oui. Voilà, si vous êtes majoritaire, généralement, c'est une carte blanche qu'on donne à l'exécutif, qu'on donne aux ministres, aux gouverneurs, etc., de faire ce qui bon lui semble, parce qu'il est protégé par une certaine majorité. Mais si vous êtes dans l'opposition, là, vous formulez des critiques à l'endroit de l'exécutif, des critiques qui sont légitimes, qui sont fondées. Malheureusement, toutes les démarches que vous allez entreprendre n'aboutiront pas, étant donné que vous n'avez pas la majorité au sein de l'Assemblée. Les gouverneurs est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Mais si les gouverneurs ont une majorité au sein de cette Assemblée, ça vous rend la tâche difficile pour non seulement bien les contrôler, mais aussi les sanctionner. Parce que chaque fois que la question sera ramenée au niveau de l'Assemblée, il y aura toujours un blocage parce que vous n'avez pas la majorité. Donc je crois que être fier individuellement, je suis fier du travail que j'ai accompli au sein de l'Assemblée en tant que vice-président et en tant que député. Je vous ai dit ici, j'ai à mon actif une loi provinciale, j'ai exercé aussi des contrôles parlementaires, mais pour le reste, je crois que chacun établira son bilan, les bilans de manière institutionnelle. Je crois que il est moyennement bien. Mais en termes de la gestion de la ville, vous voyez comment Ngobila a su gérer la ville, hein, l'état d'immondice qui se retrouve presque partout, en termes de l'assainissement également de la ville. Mais tout récemment, la Commission électorale nationale indépendante avait eu à débouter les gens qui ont été trempés dans la magouille électorale, dont parmi lesquels figure également le gouverneur de la ville, les gouverneurs de la ville de province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. On a vu l'Assemblée provinciale emboîter les pas au VPM pour procéder à la destitution, bien que c'était une mesure conservatoire. Mais l'opinion se demande comment est-ce que le clientélisme politique peut prendre le dessus sur la volonté de la population qui voulait que Ngobila puisse partir carrément, parce qu'il a mal géré la ville. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est le clientélisme politique, je ne sais pas qu'est-ce qui a prévalu. Personnellement, je ne sais pas, mais seulement nous, Assemblée provinciale, nous sommes restés droits dans nos bottes par rapport à la position que nous avions prise. Nous avons reçu le réquisitoire du procureur près la Cour des cassations par rapport aux accusations
formulée par la CENI contre le gouverneur. Et nous, au sein du bureau, nous avons autorisé les poursuites à l'encontre du gouverneur. Parce que nous avons estimé que si réellement il est innocent, ça sera les cadres bien appropriés pour présenter ses dires et moyens. Et je crois que s'il est innocent, il allait être blanchi. Et pour ce qui concerne la suspension, je crois que ça c'est une mesure administrative que le VPM avait prise à l'encontre des gouverneurs et vice-gouverneurs qui étaient cités par la CENI comme étant des fraudeurs. Et les VPM de l'intérieur, s'il avait levé la mesure, lui-même il en connaît les motivations, et moi ici je ne peux pas venir pour commencer à polémiquer sur la levée de cette mesure de suspension, mais nous en tant qu'Assemblée, nous estimons que le gouverneur est devant la justice, parce que nous avions autorisé les poursuites. Par conséquent, il ne pouvait plus demeurer gouverneur, selon notre règlement intérieur. Mais il y a eu aussi des questions qui ont été soulevées par la partie du gouverneur, en disant que voilà, l'Assemblée a été fermée, patati patata, un peu les juridismes, un peu des questions de droit qui s'étaient posées et tout. Mais seulement nous sommes restés formel par rapport à la démarche que nous avons entreprise suite bien entendu à la demande ou au réquisitoire qui nous a été envoyé par les procureurs pour la Cour de cassation. Francis Chibalabala, vous êtes en fait aujourd'hui aussi député provincial. Je crois que vous êtes là pour rencontrer également l'assentiment, répondre aux désirata de la population, mais seulement lorsque la population a su que Gentilly Ngobila a été réhabilité, c'était un sentiment de stupéfaction, de consternation, de la colère. Voilà les sentiments qui avaient animé la population quinoise. Je crois que c'est son droit aussi le plus légitime, parce que la population est regardante par rapport à nous qui sommes gestionnaires, qui doivent en principe soulager un tant soit peu sa situation. Mais si la même population estime que nos réalisations n'ont pas atteint le seuil de l'acceptable, oui, et que nous méritons une sanction, je crois que c'est aussi son droit le plus légitime. Mais il y a des procédures, on ne peut pas destituer un gouverneur comme ça. Il y a une procédure qu'il faudra suivre. Si nous voulons que notre République soit réellement un état de droit, une république, une vraie république, nous devons respecter les lois de notre pays aussi. Donc, on ne peut pas limoger un gouverneur comme ça sans que vous ayez suivi la procédure. Il est l'émanation de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale, et il revient à l'Assemblée provinciale de les destituer. Donc, la suspension, c'était une mesure administrative, comme je l'ai dit, prise par le VPM. Il l'a levée, il en connaît les motivations. Moi, je ne peux pas cogiter par rapport à les motivations qui ont conduit le VPM à lever la suspension. Et nous avons tous constaté, si la population était mécontente, comme je l'ai dit tantôt, c'est son droit, mais nous devons faire avec les exigences démocratiques. L'état de droit, même si vous êtes contre quelqu'un, il y a des manières, il y a des méthodes, il y a une procédure qui est prévue pour le faire partir. Mais il y a des rumeurs qui circulent, hein, faisant état de votre élection au niveau de la ville-province de Kinshasa comme gouverneur. Partagez-vous cet avis, oui, oui, dans les jours à venir? Bon, je crois que si c'est la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. Parce que vous êtes déjà pressenti. Si le président de la République jette son dévolu sur moi, je crois que je ne refuserai pas. Surtout que nous avons une certaine expertise avérée dans cette ville. Nous avons été vice-président, on a travaillé pendant 5 ans et je crois que nous connaissons quand même les coins et recoins de la ville de Kinshasa, le besoin des Quinois, et nous avons aussi des solutions, des réponses à apporter par rapport à la situation que les Quinois sont en train de traverser. Donc, je crois que je suis à la disposition de mon parti politique
il est certes vrai que j'ai des ambitions, pas seulement au niveau de la ville, même au sein du gouvernement, comme ailleurs, vous comprenez. Mais la gestion des ambitions, c'est fait au niveau de notre formation politique. Si mon parti estime que je suis le candidat idéal pour occuper tel ou tel autre poste, je crois que je m'inclinerai à la décision de mon parti politique. Nous sommes arrivés à la fin. Votre mot pour clôturer. Voilà, mon mot pour clôturer, je profite de votre micro pour dire merci, infiniment merci à mes électeurs de Massina, merci à mes électeurs de la Tchangou. Le choix opéré, il est judicieux. Vous étiez face à un choix cornélien parce qu'il y avait plusieurs candidats qui se sont proposés à vous avec des propositions vraies, parfois fallacieuses, mais votre dévolu a été jeté sur moi et il est pour moi un devoir de vous dire infiniment merci. Nous sommes allés à l'Assemblée pas pour dormir, pas pour, je sais pas, vanner, mais nous sommes allés pour travailler. Travailler suppose porter la voix de vous, mes électeurs, au sein de l'hémicycle, les problèmes que vous traversez, les problèmes d'insécurité, les problèmes des canalisations d'eau, les problèmes des routes, les problèmes d'électricité, etc. Et je crois que ces problèmes seront portés à l'institution Assemblée nationale et provinciale, parce que je suis doublement élu, Oui. pour que des solutions adéquates soient trouvées à vos problèmes. Nous ne sommes que porte-voix, nous allons faire pression à l'exécutif pour rencontrer bien entendu vos besoins, et je crois que ce mandat sera prolifique pour moi en tant que votre représentant, mais vous sera aussi bénéfique étant donné que les choix opérés, il est meilleur par rapport à tous les candidats qui étaient en lice à la députation nationale. Très bien, c'est la fin de ces spéciales kiosques. Je vous rappelle que nous avions reçu pour vous l'honorable Francis Chibalabala, député national et député provincial pour les comptes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec lui, nous avions scruté à grands traits l'actualité politique en République démocratique du Congo. On se retrouve prochainement avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Kiosque, votre émission d'analyse de prédilection. Merci.